système éducatif est souvent remis en cause. Défaites ou victoires lui ont été attribuées lors des 3 derniers conflits, 1870. Sedan est la victoire du maître d'école prussien. Jacques Bonhomme a comparé sans rien dire le soldat prussien au soldat français. Il a constaté que le courage était le même. Et la vivacité, l'intelligence native, plus grande, plus prompte chez le vaincu que chez le vainqueur. Sur un point, sur l'instruction acquise, l'allemand a été reconnu très supérieur au français. 1918. Combien a été féconde l'œuvre scolaire de la Troisième République. Elle nous a valu la plus belle armée qui fut jamais. Le plus grand nombre de ceux qui ont fait la patrie victorieuse ont enseigné à l'école laïque, où y ont été formés. On peut dire que nos instituteurs nous ont donné la plus admirable jeunesse que connut jamais un pays. 1940. Il y avait à la base de notre système éducatif une illusion profonde. C'était de croire qu'il suffit d'instruire les esprits pour former les cœurs et pour tremper les caractères. Une autre grave erreur de notre enseignement public, c'est qu'il était une école d'individualisme. Je veux dire qu'il considérait l'individu comme la seule réalité authentique et en quelque sorte absolue. 1880, Chambre des députés. Le devoir de l'État en matière d'enseignement primaire est absolu. Il le doit à tous. C'est un intérêt de premier ordre dans une société comme la nôtre, dans une société démocratique, qu'un minimum d'enseignement élémentaire soit possédé par tous. Je dis possédé par tous, parce que ce mot implique tout à la fois la gratuité et l'obligation. Je vous demande de vous tenir dans la doctrine de la liberté de conscience, de l'indépendance du pouvoir civil, de l'indépendance de la société civile vis-à-vis de la société religieuse. Il y a 100 ans, messieurs, on a sécularisé le pouvoir civil. Il y a 200 ans, les plus grands esprits du monde, Descartes, Bacon, ont sécularisé le savoir humain, la philosophie. Nous, aujourd'hui, nous venons suivre cette tradition. Nous ne faisons qu'obéir à la logique de ce grand mouvement, commencé il y a plusieurs centaines d'années, en vous demandant de séculariser l'école. Jules Ferry, c'est une période de remise en ordre à peu près complète du système éducatif français. Alors, en ce qui concerne l'école primaire, Jules Ferry fait 3 choses. D'abord, la gratuité. Plus de la moitié des élèves allaient déjà à l'école sans payer. Mais avec Jules Ferry, un pas est franchi, tout le monde maintenant va gratuitement à l'école. Ensuite, l'obligation et la laïcité. L'obligation, entendons-nous, l'obligation pour les parents de mettre leurs enfants à l'école. Et comme contre-coup de cette obligation, la neutralité de l'école par rapport aux opinions des parents. Il faut que puissent aller dans cette école simultanément des protestants, des athées libres-penseurs et des catholiques. En fait, la laïcité permet aussi de soustraire l'école au contrôle de l'Église. Et ça, c'était très important, c'était un enjeu politique et social majeur à cette époque. Ça, Jules Ferry le fait. Et puis, il remet en ordre les programmes, la pédagogie, la formation des maîtres, les écoles maternelles, les cours complémentaires. Il y a une œuvre, en quelque sorte, de codification de l'ensemble, mais qui reprend beaucoup d'éléments antérieurs. Justement, avant Ferry, s'était-on déjà occupé de l'école primaire? Ah oui, on s'est occupé de l'école primaire pendant tout le 19e siècle. Et, si vous voulez, les grandes dates, c'est Guizot, en 1833, qui rend obligatoire pour toutes les communes d'ouvrir une école de garçons, et Falloux, 1850, qui oblige toutes les communes à ouvrir une école de filles. Voilà, si vous voulez, les 2 grands jalons, mais la création de l'école primaire, il n'y a pas d'année où ne sorte un décret ou une loi ou une ordonnance qui va apporter sa contribution à la mise en place du système scolaire, avec parfois un pas en avant, 2 pas en arrière. Ce n'est pas une évolution parfaitement linéaire. On s'en est occupé tout le temps. Alors, Madame Ribeiro, je crois que tous les écoliers de France connaissent Jules Ferry. Hein, je même pense, aujourd'hui. Oui, avec ses grandes coquettes. On vit encore sous l'école de Ferry aujourd'hui. Bien, on est en train de lui porter trop de coups, à dire la vérité. Si j'ai bien compris le sens de l'abolition d'un parti de la loi Falloux. Alors, quand même, je veux dire, ça c'est l'aspect le plus connu. Mais dans cette période-là, il y a aussi, on a une haute idée de la France, en général,
Et on a la volonté, en quelque sorte, d'exporter cette idée de la France et d'avoir un réel impact à l'extérieur. Y compris l'idée de l'école, parce que la fonction de l'école est une fonction sociale et très forte. Ferry et les républicains laïcs sont convaincus que l'école de la République permettra à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, de devenir égaux à ceux qui ont une extraction sociale, comme on dit, plus élevée. Et de même, Ferry et ses amis ont la conviction, elle se verra très clairement en 1889 quand on votera la loi sur le code de la nationalité, ils ont la conviction que l'école permet de rendre français tous ceux qui ne le sont pas, ou tous ceux qui le sont à moitié. Par exemple, Son les rôle Bretons. d'intégration. Par exemple, oui, tout à fait. Par exemple, les Bretons, dans les familles, parlent breton, ou les enfants d'Occitans, dans les familles, parlent occitan, ou les Italiens qui arrivent en France, étrangers alors à la nation française même et à l'État français, ou les Belges, ou tous. Voilà. C'est la confiance dans le rôle d'insertion, d'intégration de l'école de la République.